Délia sauvage, dont je ne saurais dire si elle est intempestive ou de son temps, on a une idée, mais je n'aurai pas le temps, je pense, de développer ce troisième point. Au moment d'interroger l'apport et le rapport de Snyder au sauvage, en examinant les formes multiples de ses poèmes, je me propose de commencer par un court texte qui est aussi un art poétique, qui me paraît utile, comme la lampe qu'utilise le guide de la grotte de Père-non-Père dans le sud-ouest pour éclairer les peintures pariétales. C'est une toute petite grotte qu'on accède par 15 et on rentre dans le noir et à ce moment-là, le guide éclaire au fur et à mesure les peintures. Donc je vais parler de quelques poèmes sauvages snyderiens. Je lirai la traduction du poème, c'est la mienne, c'est une faiblesse que j'assume. Comment poésie vient à moi? Ça vient avec balourdise, en haut des blocs de roche la nuit. Ça reste effrayé à l'écart de mon feu de camp. Je m'en vais à sa rencontre, à la lisière de la lumière. Donc c'est moi qui ai traduit ce texte et c'est au texte anglais qu'il faut se référer pour voir que c'est un poème, un art poétique que l'on trouve dans l'Étiquette de la liberté, édition américaine, dont les aristocrates sauvages est tiré aux éditions Well Project. Ce poème nous autorise à associer le poème aux bêtes, puisqu'il s'agit d'un texte qui a été écrit au cours d'un bivouac, et Gary Snyder raconte à Harrison que la chaleur du feu qu'il avait allumé dessinait un espace de lumière au-delà duquel le poète sentait la présence de bêtes attirées par la chaleur du feu réverbéré contre les parois de la pierre où le montagnard s'abritait. Et il s'approchait de cette obscurité. C'est ainsi, dit Snyder, que les poèmes lui viennent comme des petites bêtes qui s'approchent à la limite du visible et pour chercher un peu de chaleur. Outre que ça fonctionne comme un art poétique associant donc l'animal au poème, ça consolide aussi notre proposition de considérer le poème comme un petit poème sauvage, hein, de même que Schiller considère le fragment comme un petit hérisson. Et d'ailleurs, Snyder associe le poème à la magie. Et la magie, dit-il, écrit-il, est l'entrée dans le sauvage. Ce poème insiste sur le régime nocturne et brutal de la vie sauvage, car ce n'est pas seulement manger des baies au soleil, ironise-t-il. Il développe. La vie n'est pas que le domaine diurne de grands vertébrés dignes d'intérêt. Elle est également nocturne, anaérobie, cannibale, microscopique, digestive, fermentescible, macérant dans la tiède obscurité. Et il existe tout un monde naturel dans l'univers du pourrissement, un monde d'êtres qui se putréfient et se décomposent dans l'ombre. Les êtres humains ont porté la pureté au pinacle et sont dégoûtés par le sang, la pollution et la putréfaction. C'est bien ce régime nocturne, caché, secret, sauvage, qui permet à Anna Tsing, dans Le champignon de la fin du monde, qui s'interroge sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. C'est donc dans ce régime nocturne qu'Anna Tsing trouve de quoi s'étonner que tout reste en vie dans le désordre que nous avons créé. Snyder doit savoir que les matsutake, c'est le nom de ces petits champignons, prolifèrent dans les coupes rases des forêts détruites. Lui qui écrit que le sauvage, qui est l'essence et le processus même de la nature, est le principe d'ordre au cœur de la non-permanence. Le poème que j'ai lu est aligné à gauche et se raccourcit progressivement jusqu'au ténu dernier vers, dont le dernier mot est le mot lumière, et qui dessine iconiquement, en américain, en anglais, le foyer même du bivouac, et renvoie à la définition du poème que propose Jean-Clarence Lambert et Roger Caillois dans Le Trésor de la poésie universelle. C'est Roger Caillois, je crois, qui définit la poésie ainsi. Il dit que c'est à la fois l'art du vers et l'art de l'image. Elle peut être l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Par le vers, elle tente d'être inaltérable, par l'image d'être inépuisable. La thématisation du sauvage, ici, qui associe le poème à un animal présent mais invisible, prouve dans l'instant que la thématisation est une mathématisation de ce sauvage, c'est-à-dire une mise en forme, donc une mise en ordre, et une mesure de ce qui précisément normalement y résiste. Il ne s'agit plus ici, dans ce poème, du contact réclamé par force par Thoreau dans les forêts du Maine. Le contact, écrit-il, mais plutôt d'une rencontre sans contact, d'une infime distance préservée dans un poème qui ritualise un mode d'approche presque synégétique et naturaliste. Nous avons parlé tout à l'heure du fait de guetter les bêtes. Ce poème trouble parce qu'après avoir lu l'anthropologue Charles Stepanov dans Voyager dans l'invisible, les techniques chamaniques de l'imagination, ouvrage remarquable dans lequel, si l'on remplace le mot chaman par poète et le mot tambour par poème,
un ouvrage d'anthropologie se transforme en ouvrage de critique littéraire. Bon, je blague évidemment, je force bien sûr. Mais en tout cas, Charles Stepanov s'arrête longuement sur ce qu'il nomme un phénomène transcontinental méconnu et qu'il appelle le rituel de la tente sombre. Il émet l'hypothèse que cette pratique pourrait appartenir à un substrat culturel circumpolaire, probablement ancien. Voici comment Stepanov décrit ce rituel. La tente sombre peut être caractérisée comme une technique de communication avec l'invisible, utilisée à des fins de divination ou de guérison. Généralement réunis, les traits caractéristiques du dispositif sont les suivants. L'assemblée est réunie dans l'obscurité complète. Les mouvements physiques de l'officiant sont limités ou empêchés. Des sons, parfois un tremblement de l'habitation, signalent la venue de visiteurs non humains invisibles. Les participants peuvent communiquer avec ces derniers. Dans certains cas, l'officiant est censé accomplir un déplacement cosmique en esprit. Ce faisceau de traits est unique. Ce poème semble présenter un mécanisme de naissance du poème immanent. Il associe donc le poème aux bêtes et retrouve les remarques liminaires de Jérôme Rothenberg au début des techniciens du sacré qui signalent que les équivalents des anciens techniciens du sacré ne doivent pas être uniquement recherchés sur les marges, mais au cœur même de nos traditions poétiques, telles que nous les entendons communément. Alors si je considère ce poème comme un art poétique, c'est parce qu'il révèle selon moi un aspect fondamental de notre propos, une topique de la nature sauvage des poèmes de Snyder, qui s'efforce de se nouer à ce qui les excède, tout en s'arrimant à eux-mêmes. On pourrait dire qu'ils sont à la fois centripètes et centrifuges, ce qui permettrait de ne pas les dire absolus et puissants, mais organiques, à la manière dont Thoreau parle que aimait Thoreau lorsqu'il dit « il n'y a rien d'inorganique ». De même, Michel Collot, dans La poésie moderne et la structure d'horizon, ne dit selon nous pas autre chose quand il écrit, je le cite, que le propre du langage poétique, c'est que sa réflexivité, loin de l'enfer